n'entendiez pas au fond? Vous n'entendez pas, donc je vais parler d'une voix grave grâce à cet instrument. Donc je disais ma satisfaction et mon plaisir à vous recevoir en présence des 4 intervenants, 3 interventions pour 4 intervenants. Le principe, vous le connaissez, puisque dans les autres symposia ou ateliers, la répartition était la même. 20 minutes tenues strictement avec mon bâton, à ce titre-là, je ne plaisanterai pas sur cette question-là. 10 minutes de discussion, à peu près, et on va enchaîner donc chaque intervention, petite discussion, intervention, etc., de façon à essayer de terminer, malgré nos 10 minutes de retard, presque à l'heure. Voilà. Donc, première intervention, alors vous m'excuserez pour l'accent, Shirley Viviana Matthews, qui vient de Buenos Aires, presque comme ça qu'on dit, qui est psychologue dans l'université de Buenos Aires, spécialiste de la thérapie multifamiliale qui nous a été présentée hier. Donc voilà, je vais lui passer directement la parole de façon à ne pas perdre de temps. Merci. Bonjour. Le titre de ma présentation traite des groupes de psychanalyse multifamiliale et de ses effets sur les patients. Mon intention dans cette exposition est de transmettre par-dessus tout l'importance de la dimension du vécu dans les multifamiliales plus que le cadre du dispositif en lui-même. C'est sur les effets des éprouvés et de leur partage que je veux insister ici, sur ce que permet la connexion émotionnelle et non pas tant intellectuelle. La psychanalyse multifamiliale fut créée par le docteur Garcia Valaraco il y a 60 ans pour aborder de graves pathologies mentales au sein d'une communauté thérapeutique à structure multifamiliale. Et depuis les 20 dernières années, on a commencé à l'utiliser en groupe indépendant pour tout type de personnes et de familles. Aujourd'hui, je ferai référence au groupe Babel-Psy Mendes, fondé par le docteur Alberto Jones, qui fonctionne toutes les semaines depuis 2006 dans un centre de santé polyvalent. Je participe par ailleurs de façon hebdomadaire à d'autres groupes de psychanalyse multifamiliale organisés par Babel Psy, la multi-interculturelle en plusieurs langues, ainsi que la première multifamiliale par Internet. J'assiste à ces dernières au même titre que les participants, sans omettre mon implication comme thérapeute, y réalisant un processus qui complète mon parcours individuel. La multifamiliale est ouverte à la Babel est ouverte, Babel Mendes, oui, parce qu'il y a d'autres, est ouverte à la communauté. Y assistent entre 60 et 80 personnes. Le coordinateur principal est le docteur Alberto Jones et nous constituons avec lui une équipe de thérapeutes parmi lesquels on compte le docteur Garcia Navarre, ici, le docteur Hugo Vallejo et moi-même. Beaucoup de participants sont des patients de l'hôpital. D'autres viennent par eux-mêmes. Certains par une ordonnance probatoire de justice. On y compte aussi des professionnels psy et des stagiaires. Ce qui frappe le plus des multifamiliales est son climat émotionnel d'écoute et de respect pour la personne qui prend la parole. Pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils sont authentiquement écoutés et que ce qu'ils disent prend toute sa valeur tant pour eux que pour nous thérapeutes. Je vais transmettre ici le témoignage d'une séance plus éloquent que tout discours. Sergio, un homme mûr
est un père qui vient à la multifamiliale depuis 6 mois. Il assistait seul sans sa femme Céline. Voilà peu, il a commencé à venir avec son fils Guillaume. La mère de Guillaume ne vient toujours pas. Au cours d'une séance, Sergio prend la parole. Je m'appelle Sergio. Je veux parler de ce qui m'arrive. Ces derniers temps, je ne me reconnais plus moi-même. Je suis un peu déprimée et je suis très pris par ce qui se passe avec mon fils Guillaume. Je donnerai ici quelques détails à propos de Guillaume. Il doit avoir à peu près 30 ans, vit chez ses parents et a un lien très conflictuel avec eux, se montrant parfois agressif. Il y a un an, à peu près, il a été hospitalisé en psychiatrie plusieurs semaines. J'en reviens maintenant à mon exemple. Sergio poursuit. Mais j'ai pris conscience que je devais demander de l'aide. Guillaume est venu mercredi dernier. Moi, il me cherche tout le temps. Il a sa théorie de pourquoi lui arrive ce qui lui arrive. Mais il ne peut pas rien faire de tout ça, et moi non plus. Ça m'est très difficile, et pour la maman aussi. Ici, je voudrais faire le commentaire suivant. La présence de nombreux autres dans le groupe pourvoit la meilleure garantie à ce que chacune des personnes présentes puisse se faire connaître progressivement, comme le fait Sergio. Certainement, lui, comme beaucoup d'autres, sent qu'il peut compter sur un contexte sécurisé, un milieu facilitateur, où il peut partager les éprouvés que lui font vivre ces conflits. Il ne serait pas disposé à en prendre le risque s'il ne sentait pas de respect dans le groupe. Guillaume, depuis qu'il a commencé à venir, entre lui aussi peu à peu en confiance, il lui aussi peu à peu en confiance dans le groupe. Lorsqu'il participe, il se montre comme une personne réfléchie, assez calme. Il a pu parler de sa souffrance à la maison et comme il se sent torturé psychologiquement. Voici ce qu'il a pu élaborer à l'occasion d'un role-playing, jeu de rôle, suggéré par le coordinateur. Alors que dans une séance, une femme se plaint de que ces garçons ne font rien par eux-mêmes, Guillaume intervient et lui demande « Madame, avez-vous déjà beaucoup souffert? Si vous souffrez, vous demanderez de l'aide à vos parents ?» Le coordinateur intervient alors et s'adresse à Guillaume. Coordinateur, Guillaume, imagine qu'elle soit ta mère. Guillaume, dans quel sens? Coordinateur, tu as remarqué que quand nous parlons de ce qui nous arrive, nous aidons les autres. Et quand les autres parlent, ils nous aident. Dans ce sens, pour nous aider entre nous. Guillaume à la femme. Je suis seule, je passe par une situation vraiment pourrie. Est-ce que tu vas m'aider d'une façon ou d'une autre? La femme répond. Bien sûr que je t'aiderai. C'est pour ça que je suis venue. Je suis avec toi. De quoi as-tu besoin? Et Guillaume dit, et maintenant, en regardant le coordinateur, qu'est-ce qu'on fait? Il est un peu confus, affolé même peut-être face au double discours de cette personne qui, un instant auparavant, exprimait que les enfants devaient se débrouiller seuls, puis lui offre l'aide d'une mère à son enfant. Ce sont les participants qui peuvent résoudre les conflits qui se sont générés dans leur propre trame et depuis elles, avec l'aide des professionnels. Il est possible d'aider à ce que cette trame s'organise de façon coopérative, où tous s'impliquent. On tombe malade et on guérit donc dans et depuis la trame
familiale personnelle, entourée d'autres qui interviennent sur elle. C'est en cela que dans la multifamiliale, une autre forme d'interdépendance peut apparaître. Dans le cas de Sergio et Guillaume, des interdépendances plus normogéniques se construisent effectivement entre eux sur nos yeux. Je remarquerai ici que ce que nous appelons habituellement maladie mentale apparaît en fait comme un type de fonctionnement mental conditionné en grande partie par d'autres personnes. Nous savons bien cela nous thérapeute. Ces personnes qui ont un pouvoir de faire agir et de produire des effets perturbateurs qui ne permettent pas à la personne malade de fonctionner de façon autonome. Ces autres personnes peuvent agir dans la réalité ou agir depuis leur présence, dans le monde interne de chacun, à la manière de ce que Garcia Valeraco a décrit comme des objets qui rendent fous. Je reviens à la séance au moment de la prise de parole de Sergio. Un peu plus tard, c'est Ernesto, sa femme Aïda et leur fils Pierre qui entrent. Aïda et Ernesto assistent à la multifamiliale depuis quelques années et après avoir été hospitalisé en psychiatrie quelque temps, Pierre se joint à eux. D'après ses parents, jusqu'à l'année précédente, Pierre souffrait d'hallucinations auditives et de délire. Il ne sortait plus de chez lui. Actuellement, il suit un traitement psychiatrique, assiste à une thérapie familiale et se rend au multifamilial avec ses parents. Il a une petite sœur aussi et tous vont beaucoup mieux. À leur entrée, le coordinateur en profita pour faire une intervention opportune. Je préciserai que nous disons que ce sont les présences qui arrivent. Je peux continuer ici. Il a craqué. Oui. Je continue si très peu fort. Il ne faut pas faire très fort ce qu'il faut. Non, ce sont les... Alors, je continue? Oui. Très fort. Oui. C'est le coordinateur qui disait, tu connais Ernesto et Aïda? Que penses-tu de leur situation? Pour moi, ils sont un exemple, dit Sergio. Ils me servent beaucoup pour voir ce qui nous manque à nous. Ils marquent un chemin. Coordinateur, que vois-tu dans cette référence? Qu'est-ce que tu manquerait à toi? Sergio, mieux entrer en relation quand je vois comment ils s'entendent entre eux. Si cela m'arrivait à moi avec ma famille, ça m'aiderait. Coordinateur, tu veux qu'on demande à Ernesto si cela s'est produit par magie? J'imagine que non, dit Sergio. Ernesto prend le micro. On utilise un micro dans les multifamiliales. Il marche. Et en Argentine. Non, mais c'est important de porter le micro parce que c'est comme ayant la parole, non? Oui. Bonjour, je suis Ernesto. Dans notre cas, ça a été le travail en famille. Au début, je pensais que le problème était d'un seul d'entre nous. Après, j'ai compris que nous avions un problème familial. Le moment est venu où Aïda et moi, tous les deux, nous avons travaillé ensemble. C'est ça qui est bien. Si tu pouvais venir avec Célina. Ça prend beaucoup de temps, dit Ernesto. Surtout quand on considère la vie en croyant que ce que l'on pense est correct ou juste. Le changement
chez Pierre est notoire. Selon nous, le regard de l'autre, le fait d'être regardé par l'équipe ou les autres participants en tant que personne, ouvre d'autres possibilités et opportunités de guérison. C'est très important, le regard de l'autre. Les participants répondent depuis que ce que Garcia Badraco nomme une virtualité saine, virtualité saine. Nous naissons avec ce potentiel de santé inhérent à chaque personne, mais qui, pour différentes raisons, ne peut faire surface. Du fait du travail de défense, d'interdépendance plus ou moins pathogène, d'une suradaptation, de la soumission au rôle du patient désigné, etc. Ernest parle depuis ses éprouvés ou ses vécus et son expérience. Il ne donne pas de conseils. Il opère un changement de perspective qui commence à démonter les vieux modèles connus de lui, qui revenaient toujours à plus de la même chose. Et il développe à présent des ressources moïques. Nous échangeons la parole avec d'autres dans le groupe, au lieu de nous parler à nous-mêmes et à nos présences internes, dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt. De même que le patient ou la famille peut parcourir un chemin personnel, le professionnel qui assiste à ces groupes, lui aussi, fait son propre processus d'une grande richesse et y développe plus de capacités. Ce dispositif, en plus de son enseignement au travail dans les groupes, nous donne aussi un entraînement, un autre regard à mettre en pratique avec n'importe quel patient, un cabinet de consultation par exemple. Pour finir, je rendrai brièvement compte des objectifs phares des multifamiliales. Nous visons un travail thérapeutique en commun, d'ouverture de nouveaux espaces psychiques, d'habilitation de phénomènes, de désidentification, désalignation et redéveloppement, d'interdépendance plus normogénique qui nous font tous grandir. J'insiste encore sur le fait que ce récit ne peut remplacer le fait de l'expérimenter. C'est un peu de cette expérience que j'ai voulu transmettre, même si sans la vivre, cela s'avère une tâche presque impossible. Dans toute cette complexité, c'est effectivement l'expérience qui nous apprend à comprendre, chemin faisant, ce qu'est l'esprit humain. Merci.